Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le coquillage endémique et le sujet du jour dans notre rubrique C'est bien de chez nous. On en parle avec Duke Menango et ensuite nous nous intéressons à un métier, celui de ferronnier d'art. Donc on en parle dans la chronique Job Éducation avec Marie-Hélène Merlini. Et enfin nous verrons les multiples bienfaits du niaouli. Par exemple aujourd'hui on va déguster, on va consommer une tisane au niaouli. On verra tout ça avec Anna dans sa rubrique santé. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Hubert Géraud. Bonjour. Bonjour Élise. Alors, vous êtes le responsable de l'association WWF Nouvelle-Calédonie. Alors, on est là un peu pour parler de l'événement, un grand événement qui nous attend le 28 mars au centre-ville. Donc, le Earth Hour, pardon pour la prononciation en anglais. Donc, ça fait plusieurs années que vous organisez cet événement, justement dans le cadre du réchauffement climatique. Alors, aujourd'hui, vous, en tant que responsable de cette association, quel est le constat que vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'est alarmant? Est-ce que c'est grave? Alors c'est grave et c'est reconnu maintenant par la planète entière. Le réchauffement climatique qui était critiqué, débattu il y a encore quelques années, aujourd'hui les climato-sceptiques ont un peu disparu du débat. Pourquoi? Parce qu'on voit ce réchauffement climatique se transformer en réalité. Au cours du siècle dernier, 20 cm d'eau de plus dans les océans. Et chaque année, une moyenne de 3 mm. 3 mm cumulés sur des décennies, ça vous fait des dizaines de centimètres. Et ça peut menacer certains pays de la région de disparition claire et nette de la carte géopolitique de la planète. Vous avez aussi une augmentation des phénomènes extrêmes météorologiques, aussi bien de plus grandes sécheresses que des cyclones ou ouragans plus violents que par le passé. Donc, ce dérèglement climatique est en marche. On sait qu'on a également pris 1 degré d'augmentation des moyennes de température au cours du siècle dernier. Et si on ne fait rien, au cours de ce siècle-là, du 21e, on s'attend à une augmentation de température de 2 à 6 degrés. Le gros enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation, on va dire, pour limiter la casse. Alors, qu'est-ce qu'on risque justement, qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser? 6 degrés, c'est ça? Alors, 2 degrés. 2 degrés déjà? Oui, parce que 6, c'est l'extrême en fait. Le mécanisme de perturbation climatique est en route et on voit aussi la lenteur des pays à s'engager dans la réduction de leurs émissions. Et de fait, on sait que la tendance est à l'augmentation et que là, il faut des véritables mesures très fortes au niveau mondial, planétaire, mais c'est un puzzle est constitué de pièces, donc chacun va y participer pour pouvoir réduire la note carbone de chacun et donc limiter l'augmentation à ces 2 degrés. Alors, beaucoup de pays, vous l'avez dit tout à l'heure, ont discuté, genre des protocoles ont été signés, par exemple le protocole de Kyoto. Est-ce que cela suffit réellement? Ou est-ce qu'il faut plus d'engagement des grands pays, par exemple comme la Chine, comme les États-Unis, qui produisent, on va dire, beaucoup de gaz à effet de serre? Alors justement, est-ce que cela suffit, ces protocoles, par exemple? Alors, ça n'a pas suffi. La preuve, c'est que là, on est en renégociation. Il y aura à la fin de l'année le sommet du climat à Paris, la COP21, où vont se renégocier les prochains accords après 2020, pour vraiment mettre l'ambition plus haut qu'elle n'a été dans le cadre de Kyoto, pour permettre justement de rester dans cette augmentation de 2 degrés. Les pays que vous avez cités, la Chine, les États-Unis, sont les moteurs économiques de la planète et avec des notes carbone extrêmement importantes. Alors la Chine, c'est paradoxal. Elle est le premier producteur d'énergie renouvelable de la planète en même temps que le premier consommateur de charbon. Mais les petits pays ou les pays émergents ne suivront pas, vont suivre la mesure qui sera donnée par ces grosses locomotives, la Chine, les États-Unis, le bloc européen. Donc c'est ces ambitions-là aussi qu'il compte. Mais il ne faut pas être attentiste. Chacun doit montrer sa pierre à l'édifice. On est ce que l'on fait. Alors justement, en Nouvelle-Calédonie, comment la Nouvelle-Calédonie va participer? Alors, Earth Hour est un événement festif. On a dit l'heure est grave, vous me l'avez dit, Élise, mais Earth Hour est un mouvement festif qui réunit 162 pays, avec plus de 7000 villes, dont Nouméa cette année, Mont-d'Or, Farino, la province sud. Donc là, on a quelques collectivités qui nous ont rejoints, avec historiquement Nouméa. Et le but est de
d'éteindre ses lumières et tous ses appareils le plus possible électriques pendant 1 heure, de 20h30 à 21h30, c'est symbolique bien sûr, mais pour envoyer un message lumineux, mais qui se transforme en un message pour la conscience des gens. La conscience des gens, c'est des citoyens, des entreprises et des collectivités, de nos politiques. Tous, on a une responsabilité. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va représenter, le fait d'éteindre ces lumières pendant 60 minutes? Ça ne représente vraiment pas grand-chose, puisque c'est le symbole d'appartenance à un mouvement planétaire. Donc, ce qui est attendu, ce n'est pas de comptabiliser l'économie d'énergie sur 1 heure. Ce qui est attendu, c'est d'avoir des engagements forts, des témoignages forts et des présentations de solutions concrètes. On sait qu'au niveau, par exemple, de la CPS, donc il y a une dimension régionale, océanienne, ils viennent de mettre en place un plan d'action carbone pour réduire de 30% leurs émissions. Et ils viendront, Place des Cocotiers, le présenter, par exemple. Donc on aura tout un village de solutions bas carbone, d'associations, d'institutions, qui, au-delà du constat, et on va dire de la critique de cette situation, dire il y a des solutions, et les voilà, on les partage avec vous. Alors je suppose que ce soir-là, vous allez faire quand même des activités. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Qu'est-ce que vous allez proposer à la population qui viendra justement se présenter au centre-ville? D'accord. Alors, le programme est très riche, et cette année, on nous a demandé, en tout cas c'était un retour du public de l'année dernière, de démarrer plus tôt. Donc on démarra à 17h. Pourquoi? Parce que de 17h à 20h, on va avoir le village des solutions bas carbone qui va rassembler une douzaine de partenaires avec des stands, des animations, avec des choses très originales. Donc il y a vraiment une très belle palette de partenaires pour partager de manière festive les solutions. Et festive, c'est pourquoi? Parce qu'on va avoir plein d'artistes qui nous ont dit « oui, on a envie d'être avec vous à Earth Hour » et qui nous ont offert leur engagement. On aura un concert d'Anthony Levison, qui a fait la première partie de Garou dernièrement, Kalédo Harmonia, le slammer Siman, donc ça va être très sympa, Soulmanou, on aura Binderu avec leur spectacle pour les enfants, on aura également des chants une petite chorale des enfants des maisons de quartier avec lesquels on travaille avec la mairie de Nouméa sur un projet pédagogique sur le réchauffement climatique. Il y aura un dessin géant qu'on va faire avec le public. Voilà, c'est vraiment... et puis à la fin, on devrait avoir un message de notre présidente Isabelle Autissier, la navigatrice, qui sera à la Tour Eiffel et qui nous enverra son message, puisqu'on est dans les premiers de la journée du 28, et 10 heures après, ce sera leur tour d'éteindre la Tour Eiffel. Voilà, donc ça va se passer le 28 mars, donc au centre-ville. Est-ce que vous avez un message à passer aux Calédoniens qui nous écoutent aujourd'hui, donc à savoir que voilà, il faut changer nos habitudes, donc peut-être de passer de la voiture au vélo, ou des choses comme ça qui font que voilà, nous sommes dans nos habitudes, mais il faut quand même les changer pour le développement durable. Est-ce que vous avez un message à passer pour terminer cet entretien? Oui, mais ce serait celui que ça ne peut réussir, tout le monde doit faire quelque chose. Mais ça ne peut réussir que si chacun fait quelque chose, et en particulier que les collectivités, nos politiques s'engagent vraiment dans des solutions de diminution de la note carbone. Le charbon, c'est le plus mauvais choix qu'on pouvait faire pour la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, est-ce que vous avez le sentiment que nos politiques prennent ça en compte? Bien, avec beaucoup de mal aujourd'hui, on a quand même un schéma climat-énergie qui est en cours d'élaboration et on l'espère vraiment, qui donnera une vraie ambition pour le développement des énergies renouvelables et le développement des transports en commun, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse attente vis-à-vis des collectivités. Mais les entreprises ont aussi leur part. Voilà, un message à la SLN en particulier dans ces moments de décision stratégique des choix énergétiques. Et puis, le citoyen, vous, moi, on a tous, en effet, vous parliez d'habitude de vie, c'est pas diminuer sa qualité de vie que changer sa manière de vivre. C'est-à-dire, on peut éteindre la lumière dans une pièce avant de la quitter, on peut aller chercher exactement les multiprises, on peut essayer de manger un peu plus local que importé, on peut descendre chercher sa baguette de pain à pied, même si ça va prendre un peu plus de temps. Voilà, c'est ces petites habitudes. Mais par exemple, si on veut faire du vélo, il nous faut des pistes cyclables et pas avoir le risque de se faire écraser sur la route. Donc ce sont des liens gagnant-gagnant
entre les politiques et les citoyens, entre les entreprises et les politiques, entre les entreprises et les citoyens. Voilà, en tout cas, vous donnez rendez-vous à la population le 28 mars. Exactement, à 17 h, place des Cocotiers. Voilà, donc Hubert Giraud, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Élise. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Anna, alors quoi de neuf dans nos agendas? Bonjour Élise et bonjour à vous à la maison. On commence avec une info qui concerne la médiathèque du Nord, du côté de Pointe-Dimier, et qui propose une conférence, c'est ce soir, et le thème, eh bien, c'est l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie. Donc un sujet qui concerne encore malheureusement pas mal de personnes sur le territoire. Alors à cette conférence, il y aura notamment la présence de la présidente de la mission d'accompagnement de la scolarité en province Nord. Alors, si ça vous intéresse, vous êtes dans la région, eh bien, rendez-vous ce soir à la médiathèque à partir de 18 h. Voilà, donc ce n'est pas une fatalité. Hein. Si vous avez envie d'apprendre, bah, ce n'est pas trop tard. Voilà, une autre information concernant cette fois-ci les animations du côté de la médiathèque pour demain. Alors, il se passe beaucoup de choses du côté de cette médiathèque. Alors, il nous propose, en plus de la conférence, une projection du documentaire « La dernière révolte ». Et c'est à partir de 18 h. Et eh bien, la projection elle sera suivie d'un débat avec la présence du réalisateur, Alan Nog. L'entrée, elle est libre, donc rendez-vous tous à la médiathèque de Pointe-Dimier demain à 18 h. Voilà, ensuite on va du côté de Koumak. Alors à Koumak, où on parle des activités pour occuper les enfants pendant les vacances, puisque les vacances arrivent à grands pas, alors il faut déjà y penser. Alors eux, à Koumak, ils nous proposent un stage en escalade, et c'est organisé en fait par la mairie de Koumak, en collaboration avec Verticalédonie. Et ce stage, eh bien, il aura lieu du côté des roches de Notre-Dame. Voilà, juste une petite parenthèse, les roches de Notre-Dame ont été classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est un très très beau site, n'est-ce pas Anna? Oui, un très beau site. Là, c'est une raison peut-être de participer à ce stage. Et puis, ce stage, en fait, il s'adresse aux jeunes de 10 à 14 ans. Et outre le fait de voir la beauté du site, eh bien, c'est aussi l'occasion de se dépenser, de faire du sport, de faire de l'activité physique, de ne pas rester bloqué devant la télévision toute la journée. Alors, il y a deux formules proposées, celle avec hébergement, la première semaine de vacances, du 13 au 19 avril, et puis la seconde formule, donc sans hébergement, celle-là, et c'est la deuxième semaine de vacances, du 14 au 18 avril. Alors, si ça vous intéresse, vous voulez peut-être inscrire vos enfants, eh bien, vous pouvez contacter le 97 38 55, ou vous pouvez aussi le faire par mail à l'adresse suivante, cédric.becker@verticalédonie.com. Voilà, et on reste à Koumak pour parler d'une autre activité prévue pour ce mois d'avril. Et là, on va parler carnaval maintenant. Ça bouge du côté de Koumak. Alors, il prévoit de faire un petit carnaval le mercredi 22 avril dans les jardins de la mairie de 12 h à 14 h. Et le thème qui est retenu pour l'occasion, eh bien, ce sont les costumes à travers le temps. Alors, au programme de ce carnaval, de 12 h à 14 h, il y aura une petite séance de maquillage. Là, par contre, il faut s'inscrire avant. Et on peut le faire auprès de la mairie ou en appelant le 42 78 42. Voilà, donc après la séance de maquillage, qu'est-ce qui est prévu? Alors, après avoir été bien maquillé, eh bien, on peut participer au cortège. Le départ se fait à 14 h pour un défilé de 45 minutes environ. Et ensuite, à 15 h 30, eh bien, il y aura un goûter qui sera proposé et qui sera offert par la mairie. Et à ce moment-là, eh bien, on procédera à l'élection des plus beaux costumes, que ce soit en individuel ou en couple. Et c'est toujours dans les jardins de la mairie. Et enfin, à 17 h, eh bien, on va embraser Monsieur Carnaval. Et c'est toujours à la même place dans les jardins de la mairie de Koumak. Voilà, et ensuite direction l'extrême sud, où on va plutôt avant, on va du côté de Nouméa, pardon. Et là, on va parler maintenant de la Fédération des œuvres laïques, la FOL, donc, qui propose d'accueillir vos enfants pendant les vacances scolaires.
Alors, ils ont plusieurs centres à vous proposer. Hein. Vous avez en fait le choix entre 6 différents centres. Alors, il y en aura un pour les citer du côté de Magenta, un autre à la Rivière-Salée, un sur Lansvata, un du côté de Saint-Quentin, un à la vallée du Tir et enfin un autre sur la vallée du Génie. Donc, vous n'avez que l'embarras du choix, enfin, suivant l'endroit où vous résidez, évidemment. Alors, ça concerne quelle tranche d'âge? Alors, sans concerner les enfants qui ont de 3 à 12 ans, et, je m'adresse maintenant aux familles hein, qui ont les bons, qui bénéficient des bons CAFAT, des bons CCAS, ou dont les enfants sont boursiers. Alors, n'oubliez surtout pas de vous munir hein, des justificatifs pour procéder à l'inscription. Et puis, il y aura aussi des documents hein, qui seront demandés hein, en plus de cela. La copie des vaccins, ça concerne plutôt le centre de Magenta et un certificat médical qui porte la mention apte aux activités physiques en pleine nature. Pourquoi ce certificat? Eh bien, tout simplement parce que là, ils pourront aussi pratiquer l'équitation. C'est très bien ça. Alors pour les enfants et pour les enfants en situation de handicap, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour eux? Alors, ils ne sont pas oubliés. Hein. Alors, par contre, là, les jours d'inscription, ils sont bien définis et ils se font d'ailleurs ce rendez-vous. Alors, pour cela, il faut appeler le 27 21 40 et ça sera uniquement les mardis et les jeudis de 13h30 à 17h30. D'accord. Et pour la suite de l'information, on reste toujours à Nouméa. Et là, on va parler de danse, Élise. Alors, il y a des stages de danse hein, qui sont organisés par l'école de danse Néophyte au 7e kilomètre. Alors, si ça vous intéresse, hein, il y a 2 dates à retenir. Le samedi 28 mars, alors là, c'est un stage de raga dancehall pour les fans, alors de 17h à 19h. Et ensuite, un autre le samedi 4 avril. Et là, on va apprendre cette fois de la danse afro-jazz. Et c'est de 10h à 11h30. Et je précise hein, que ces stages hein, ils sont payants. Alors, il faudra s'acquitter de la modique somme de 2800 francs par personne. et un contact pour les renseignements, Anna? Oui, alors si vous voulez apprendre à danser, vous pouvez contacter le 75 25 45 ou alors par mail à info@neophyte.nc. Voilà, et on termine en beauté avec les fameux coupures de courant. Alors, coupure qui intéresse en particulier la commune de Koné et l'entrée du sud du village, le lotissement de la gendarmerie, Bako, lotissement Les Cigales, Poadjane, Pomemi, tribu de Bako, Tiawe, Konyambo, Tiakana, Panaki et Ateou. Et tout ça demain, vendredi 27 mars, de 6h à 7h. Voilà, donc ainsi s'achève cet agenda et puis on te retrouve eh bien, tout à l'heure pour la rubrique. Donc fin bon et on s'occupe de vous. À tout à l'heure. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on va parler des coquillages. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors Élise, comme tu le sais, de nombreuses zones maritimes du pays ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est bénéfique pour l'image touristique du pays, mais c'est aussi bénéfique dans le sens où ça va nous permettre, ça protège en tout cas tout un écosystème, ça protège surtout des milliers d'espèces vivantes quoi, qui évoluent dans nos eaux, dans nos récifs. Et parmi tout ça, on retrouve bien sûr nos chers coquillages. D'ailleurs, on a des centaines de différents coquillages et beaucoup d'entre eux sont indigènes et même endémiques au pays. C'est vrai d'ailleurs, si certains justement sont comestibles, hein, beaucoup d'autres ne le sont pas. Il y a même des coquillages qui sont dangereux pour l'humain. C'est vrai, Elise, il y en a qui sont dangereux car ils peuvent administrer un poison, un venin, des substances toxiques. Souvent on dit que les plus beaux coquillages sont les plus dangereux. Alors on peut citer par exemple le cône qui appartient à la famille des Conidae. Et dans cette famille-là, parmi la famille des cônes, on retrouve le cône textile, le cône aulique ou encore le cône géographique, Élise. Alors comment ce mollusque utilise son venin? Alors Élise, c'est tout simple. Ce mollusque, il a une sorte de trempe qu'il utilise
en lançant un petit peu, enfin, en fait, il peut lancer le venin, il peut projeter son venin sur la proie ou sur un prédateur. Et ces proies sont souvent des poissons, des crustacés, des vers et tout. Et à côté, enfin plutôt à l'extrémité de cette trempe là, il a aussi une dent pointue là qu'il plante sur le crabe ou sur le poisson, sur sa proie, pour la paralyser et puis l'ingurgiter après. Mais cette dent-là, elle peut aussi, l'humain peut être aussi victime de cette dent-là, parce que certains collectionneurs ou des particuliers quoi, qui ramassent ce coquillage-là à marée basse, là, ils peuvent se faire piquer quoi, par cette bête-là. Et c'est dangereux parce que les molécules qui sont contenues dans ce venin, en fait, elles agissent en paralysant les muscles. Et puis ça peut paralyser les muscles respiratoires, d'où la mort d'un humain suite à une piqûre n'est pas rare. Et ça, c'est le centre antipoison de Lille aussi qui nous dit ça. C'est vrai qu'ils sont très beaux, mais voilà, il faut faire très attention. Alors, il vaut mieux ramasser que les coquilles vides. D'ailleurs, c'est ce que les collectionneurs recherchent beaucoup, hein, ces cônes et puis les fameux porcelaines. Ici, il y en a plein. C'est vrai, Lise. Alors, les cônes et les porcelaines, alors les porcelaines, elles aussi, elles peuvent transporter des substances toxiques. Alors, on disait que c'était le cône et les porcelaines qui faisaient partie des coquillages les plus recherchés ou les plus demandés par les collectionneurs du marché. Et pour donner une petite idée, la porcelaine, elle peut atteindre, selon le modèle ou l'espèce recherchée, elle peut quand même atteindre 6 000 francs CFP, le coquillage. C'est ça. Mais le coquillage qui reste un peu plus cher, un peu plus rare, un peu plus demandé par les collectionneurs et même les artisans, ça reste tout de même le nautile, Élise. Alors le nautile, c'est quoi? Le nautile, en fait, c'est un fossile vivant. On dit que c'est un fossile parce que c'est un animal qui a peu évolué, ou pas du tout évolué depuis plus de 400 millions d'années. Il a une croissance très lente et puis il peut atteindre l'âge de 20 ans. Alors, c'est parce que tous ces critères-là, ça le rend très vulnérable. Du coup, les autorités du pays ont mis en vigueur des réglementations assez drastiques, on va dire ça comme ça, d'où la pêche du nautile est interdite. Et le commerce, même le travail artisanal de la coquille de nautile elle est très réglementée, c'est ça. En fait, il faut avoir des autorisations ou des dérogations, c'est spécial, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on en trouve pas mal dans les kiosques de la place. Les artisans, justement, réalisent de très belles œuvres à partir de la coquille du nautile. D'ailleurs, on peut le voir, justement, comment on appelle ça, à l'aquarium de la Nouvelle-Calédonie. On peut voir quelques nautiles qui sont exposés là-bas. C'est vrai. D'ailleurs, on est en train de se lancer un petit peu sur la réalisation d'un reportage dédié un petit peu au nautile, plutôt à la place du nautile dans l'artisanat local. Et puis ça va faire l'objet de nos prochains reportages. Mais pour aujourd'hui, c'est plutôt un collectionneur. C'est M. Châtenay qui nous a accueillis un petit peu qui nous a accueillis chez lui. Puis en fait, M. Châtenay, il a partagé sa passion. Il nous partage sa passion, c'est ça, Elisa. Alors je te propose qu'on regarde avec nos chers téléspectateurs ce reportage signé Chloé Yentao. Je suis spécialisé plutôt dans les coquillages, dans les porcelaines niger-rostrées de Nouvelle-Calédonie qui sont pratiquement endémiques au pays. Voilà, je suis toujours à la recherche de belles coquilles et quand je ne les trouve pas dans l'eau, je les trouve dans des collections sur terre. Pour parler des espèces qui m'intéressent, c'est plutôt les porcelaines niger-rostrées. Bon, porcelaine bien sûr de Calédonie, de préférence. Tout ce qui est porcelaine, les cônes, quelques cônes rares si je tombe dessus et tout. Et que je trouve moi personnellement en plongée ou bien dans des collections voilà, chez des particuliers quand je peux tomber dessus, quoi. Donc pour vous montrer le phénomène niger-rostré, je vais vous sortir
une seule espèce, bien sûr juste représentative et très facilement présentable, une moneta normale, ensuite la même moneta, enfin, une coquille de la même espèce, mais totalement déformée, nigérostrée. Alors là, par exemple, pour cette espèce-là, il s'agit de moneta, hein, de la porcelaine moneta. Là, vous avez le spécimen normal, qu'on trouve sur tous les colis tahitiens ou océaniens, à l'état normal. Et là, vous avez la même variété, mais touchée par le phénomène. Donc, la rostration à chaque extrémité, la couleur qui peut changer aussi, elle est devenue plus orange que l'original. Voilà, les extrémités poussent à l'excès par rapport à la coquille normale. Les deux extrémités, voire une ou l'autre, peuvent apparaître vraiment sorties de l'extrémité de la coquille. Ça concerne uniquement la rostration, hein. Et bien sûr, il y a le phénomène du noir, après qu'on appelle la nigère, tout simplement. Nigère pour noir. Et donc c'est le même phénomène. Il y a une coquille normale qui, pour une raison X ou Y, devient toute noire. Voilà, sans rostrer quelquefois, ou en rostrant aussi, en déformant, pour former la vraie nigère rostrée, mais en noir. Ma première porcelaine, belle porcelaine, je l'ai trouvée à l'âge de 9 ou 10 ans à Ongoué, dans la baie d'Ongoué, près de Timbia. Et avec un ami de mon âge, on se baladait sur la plage à jouer tout ça, et mon ami a ramassé une petite coquille que j'ai trouvée très très belle. Et en fait, sans le savoir, c'était déjà la première nigère rostrée que je voyais. Donc après, un peu plus tard, disons dans les 15-18 ans, j'ai commencé à plonger réellement et à découvrir mes propres porcelaines nigère rostrées, donc vivantes, les plus belles, etc. À l'époque, ça n'était pas pollué comme maintenant et tout, il y en avait à peu près partout. Maintenant, pour en trouver une, il faut des heures et des heures de plonge pour rien, quoi. Alors le nombre de pièces de ma collection dépasse les 900 actuellement. En nigère rostrée, bien sûr, j'ai des porcelaines normales de Calédonie et du monde entier un peu, parce que c'est obligatoire d'avoir un peu de tout de par le monde. Et voilà, donc, mais rien que pour les porcelaines nigère rostrées, j'ai à peu près plus de 900 spécimens. Alors dans ma collection, effectivement, je n'ai pas pu tout pêcher sur les 900 et quelques coquilles que j'ai. J'ai été obligé, bien sûr, comme tout collectionneur, d'acquérir certains lots de coquilles, voire des coquilles uniques, ou qu'on venait éventuellement me proposer. Et voilà, sinon, un collectionneur n'arrive pas à augmenter ou valoriser sa collection plus qu'il ne pêche lui-même. Et comme bon, c'est assez restreint la pêche, on est obligé de quérir à droite, à gauche, dans les collections ou en particulier, la pièce qui nous manque. Voilà, donc là, je vous amène une de mes boîtes de nigère rostrée qui contient une porcelaine d'anthologie. Je dois dire, c'est une porcelaine que j'avais eu en main, complètement délabrée, on va dire, recouverte Elle a été trouvée morte. Il y a des années de ça et des années, hein, je ne sais plus, il y a 40 ans. Et j'avais déjà flashé à l'époque sur la coquille, malgré qu'elle ait été trouvée morte. Alors, ça, c'est l'autre variété de phénomène que l'on trouve quelquefois, que l'on trouve en Calédonie. C'est-à-dire que là, on parle de Niger. Tout à l'heure, on parlait de rostration avec la porcelaine jaune, la moneta. Là, on parle de Niger parce qu'elle est noire. Elle est toute noire. Et à l'origine, elle était comme ça, puisque j'en ai récupéré une de la même espèce quelques mois après, tout à fait par hasard aussi. Et là, on peut voir la différence entre la coquille presque normale, bon celle-là, elle a un petit peu de noir sur le côté, mais c'est la même variété, il s'agit d'une maculifera. Par rapport à l'endémicité des porcelaines nigère rostrées, donc de ce phénomène, la Calédonie, le sud de la Nouvelle-Calédonie, entre Karikaté, on va dire, au nord, et Ounia dans l'extrême sud, uniquement cette zone paraît concernée par ce phénomène actuellement. Donc les récifs un peu en dehors de la côte et tout, et la côte elle-même sont concernés. À peu près pour 80% de tout ce qu'on peut trouver en nigère rostrée dans les porcelaines. Par contre, il y a aussi à peu près 15% sur la côte est de l'Australie. Et pour les 5% restants, les Philippines, Madagascar, mais uniquement pour certaines coquilles très ciblées en espèces. Pas autant de variétés que la Calédonie. La disparition de ce phénomène est due
certainement quelque part au phénomène climatique, hein, le réchauffement, tout ça, mais quand même, à mon avis, une sacrée bonne part due au dépôt de terre rouge qu'il y a un peu partout dans le sud et tout, dans toutes les zones concernées, avant par le phénomène. Et ça, c'est quand même incroyable, parce qu'il y a maintenant une couche de terre rouge, de fine terre rouge, genre de poudreuse, un peu partout dans toutes les baies du sud, y compris à Lilloin et tout. Et en fait, on a vraiment l'impression maintenant, quelque part, de plonger dans un caniveau, quoi. Alors, comme en tant que collectionneur de très longue date, déjà en 1977, j'avais eu l'idée de faire un livre représentatif de ce phénomène Niger-Austré. Les Niger-Austrés, comme je les ai qualifiés il y a quelques mois, j'ai trouvé ce terme-là il n'y a pas tellement longtemps. Et donc j'ai conçu et édité un ouvrage sur ce phénomène-là en 1977. Il est âgé maintenant, mais il est toujours une référence mondiale, hein, dans le monde de la Niger-Austré. C'est international. Quand quelqu'un veut échanger ou vendre ou récupérer une coquille quelque part, ce bouquin est cité, puisqu'il contient, en plus des photos correspondantes, une planche de photos avec les stades de la coquille normale à la coquille Niger-Austré ou Austré. Et en fonction de ce stade-là, en face, il y a un petit tableau estimatif du prix de l'époque, bien sûr, hein, c'est plus réactualisé, c'est des prix de l'époque, donc les valeurs de l'époque. Voilà, donc ça sert de base, et quand quelqu'un veut récupérer une coquille ou cherche une coquille sur Internet, la plupart du temps, il y a marqué bouquin ou livre Châtenay, stade 3 par exemple, pour mentionner celui-là, et tout le monde sait de quoi il s'agit. Alors pour finir, je dois vous dire que très prochainement à la mairie, salle d'honneur de la mairie, du 5 au 7 juin prochain, il y aura bien sûr l'exposition, enfin le salon annuel du collectionneur. Et je vais essayer d'y être présent pour des nouvelles espèces à présenter. Mais bon voilà, il faut le savoir, c'est un très beau salon, les collectionneurs sont là, on peut discuter avec eux, ils sont très, très sympas et tout, donc voilà. Voilà, donc il a une très belle collection, donc et certains de ces mollusques sont endémiques, d'où l'importance de les préserver, de les protéger, mais surtout de les prélever de façon responsable. C'est vrai, Elise. Alors pour forcer un petit peu le respect de ces espèces-là, les autorités ont prévu quand même des amendes, des fortes amendes qui peuvent monter qui peuvent dépasser le million de francs CFP, quoi. Ah d'accord. Alors on confisque on confisque les prises, et puis en plus de ça, on se prend une amende d'1 million, quoi. Ça pèse lourd dans un budget. Et puis je voulais aussi revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure là, sur le nautile, et puis le nautile dans l'artisanat local. Je voulais juste profiter pour lancer un petit appel aux artisans du pays. Ceux qui travaillent le nautile, la nacre et le support coquillage en général, si vous entendez notre appel, si vous êtes d'accord en tout cas pour nous ouvrir les portes de vos ateliers, vous nous faites signe, vous nous contactez par Facebook. Par Facebook via donc le site NCTV, ou sinon par mail laquotidienne@nctv.nc. Voilà pour nous. Voilà, merci Duke, et puis on te retrouve la semaine prochaine. Merci Elise, et encore merci à vous à la maison. Allez, on retrouve Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Alors, nous faisons un coup de projecteur sur un métier manuel, le ferronnier d'art. Donc, cet artisan travaille différents matériaux dans son atelier. Donc, bonjour Marie-Hélène, pourquoi ce spécialiste travaille-t-il le fer ? Bonjour Élise, et bonjour aux fidèles téléspectateurs. Alors Élise, tu te doutes bien quand même que ce spécialiste, qui est le ferronnier d'art, ne joue quand même pas avec le feu pour son bon plaisir.
Hein. Donc s'il façonne le fer, Élise, c'est qu'il y a bien évidemment une raison. Hein. D'ailleurs, il ne façonne pas uniquement que du fer, il façonne également d'autres matériaux dans sa forge, qui est donc le nom que l'on donne à son atelier, mais également le foyer en fait de chauffe du métal. Donc c'est pour concevoir, Élise, des éléments en fait qui sont utiles dans notre quotidien. D'accord. Alors est-ce qu'il s'agit d'éléments que l'on trouve dans le domaine de la construction, ou est-ce que tu peux nous donner quelques exemples par exemple? Alors oui, Élise, spécialiste donc du fer forgé, en fait le ferronnier d'art, il est capable bien évidemment de créer des éléments si tu veux, donc pour les intérieurs comme pour les extérieurs. Donc je vais donner quelques petits exemples. À l'intérieur, on va retrouver des luminaires, on va retrouver des tables, des chaises. À l'extérieur, ça va être des rampes d'escalier. D'ailleurs, il y a quelques exemples qu'on peut voir en ville, notamment au niveau des maisons coloniales. Et puis, on retrouve également, Élise, des grilles de protection aussi, pour les fenêtres, pour empêcher l'intrusion également. Et puis, les portails aussi, en fer forgé, qui souvent, tu sais, ont des formes, sont assez stylisées, on va dire ça comme ça. Alors, justement, à voir ce qu'ils fabriquent, les objets que tu cites depuis tout à l'heure. Donc, pour réussir à créer ces éléments de toutes pièces, le ferronnier a intérêt de travailler le fer avec précision. Ah oui, c'est clair, Élise. Le ferronnier, justement, comme le dit si bien l'expression, il doit battre le fer pendant qu'il est chaud, justement, pour vraiment pouvoir tordre, en fait, le matériau. C'est grâce à la chaleur, en fait. Ah bah oui, il chauffe, en fait, on va le voir dans le reportage, il chauffe, en fait, la matière, le matériau, jusqu'à une certaine température pour pouvoir, justement, le manier à sa guise, en fait. On va découvrir tout ça, t'inquiète pas. Et si tu veux, après, justement, l'avoir chauffé, à la forge, donc, ou au chalumeau, et ben voilà, il le coule, il effectivement le façonne aussi, voilà, comme il le souhaite. Il a même aussi des empreintes en fait qui lui permettent de faire, tu sais, ces espèces de spirales là, très particulières justement sur tous ces éléments de décoration pour le bâtiment notamment. Alors justement, à t'entendre dire depuis tout à l'heure, donc ce spécialiste du fer doit être un peu un artiste dans l'âme finalement. Ah ouais, carrément Elisa, tu as tout à fait raison parce qu'effectivement c'est quand même un métier artistique, même s'il est également un bon technicien, parce qu'il va être amené à créer aussi. Il peut très bien, si tu veux, reproduire des copies si tu veux, de pièces anciennes. Et puis lorsqu'il rencontre justement les personnes avec qui il va travailler, c'est-à-dire les architectes, les professionnels du bâtiment ou bien des particuliers, il va créer, il va proposer des choses, ensuite il va dessiner, tu vois, la future, on va dire, réalisation. Donc, tu vois, il est quand même capable de concevoir des choses originales. Alors justement, tu parlais de réalisation, est-ce que c'est lui qui dessine les croquis? Eh oui, Élise. Il dessine ses propres croquis. En fait, oui, c'est vrai, il va réaliser l'élément de A à Z. En tout cas, c'est possible. Donc, comme tu disais si bien, il va bien évidemment dessiner, il va reproduire graphiquement aussi le modèle qu'il va travailler. Et puis, une fois qu'il aura fait son petit dessin, il va bien évidemment le faire valider avant de se mettre à le réaliser. Alors, il va également, si tu veux, être apte aussi à les poser, les éléments directement qu'il a réalisé sur le chantier. Donc, il suit, comme tu disais si bien, toute la chaîne de fabrication. D'accord. Alors, justement, comme il façonne pas que le fer, quels sont les autres matériaux qui sont chauffés, on va dire, dans la forge ou au chalumeau? Alors, il va utiliser, par exemple, tu vois, de la fonte, qui a un alliage, en fait, fer-carbone. Il va aussi travailler du cuivre, de l'inox, de l'acier, du plomb ou encore du laiton, Élise, qui est là un alliage cuivre-zinc. Après, j'imagine que chaque professionnel choisit le matériau aussi avec lequel il est le plus à l'aise, et puis en fonction aussi des disponibilités. Et puis, voilà, il va réaliser, si tu veux, avec la seule aide du feu quand même, des éléments qui sont quand même dans un style architectural assez sympathique. C'est vrai que moi, voilà, je reste assez émerveillée. Ouais, ça m'impressionne, ce métier-là. Alors, debout dans son atelier, tu te doutes bien que l'artisan, voilà, il joue sur les formes, les décors, voilà, on le dit depuis tout à l'heure, et les couleurs. Voilà, t'imagines un petit peu toute cette odeur qu'il doit y avoir autour de lui lorsqu'il travaille. Mais je te propose qu'on rentrer sans dans plus son tarder. univers. Exactement. On entre dans l'univers du ferronnier d'art. On en a rencontré un justement au pays grâce à Océane Zobler. Donc on va découvrir tout de suite ce reportage.
chauffe avec du gaillac, du bois de gaillac. C'est du super bois. Hop. J'allume la forge. Quand ça a démarré, le feu tient quasiment toute la journée. Donc on n'a pas besoin de le rallumer, ça garde la chaleur. J'ai besoin de faire du feu pour pouvoir travailler le métal à chaud, pour qu'il soit moins résistant, ce qui me permet de le manier de toutes les façons que je veux, le tordre et le... Déjà, j'ai passé mon diplôme de ferronnier forgeron en 2004 en France. Je fais principalement la ferronnerie d'art, mais j'ai élargi mon activité à faire de la structure métallique, de la métallerie. J'aime bien la ferronnerie début du siècle, l'année 18e, parce que c'était l'époque de la ferronnerie d'art. C'est ce que j'ai appris à l'école. À partir de 800 degrés, on peut commencer à bien travailler la matière, ce qui nous fait un rouge cerise. On appelle ça un rouge cerise. Ça nous donne la température à peu près. Ça va être des pieds de table. Donc je les chauffe 2 par 2. Je vais les former de façon à ce qu'on ait une forme, un plat par-dessus. Je regarde si ça va bien dedans. Encore un peu, il faut encore chauffer un peu. Alors j'ai décidé de travailler cette matière parce que j'aime beaucoup la résistance du métal. C'est quelque chose qui peut durer très longtemps, qui ne demande pas beaucoup d'entretien et qui a une garantie de sécurité. Et j'aime cette matière depuis longtemps et j'ai toujours été attiré par elle. La différence entre un ferronnier d'art et un ferronnier métallier, le ferronnier d'art, en fait, il peut créer du travail fait par la demande du client, artistique, sur dessin, et donner des formes originales qu'on trouve habituellement. J'ai fait pas mal de mobilier, hein, bien sûr en partant toujours sur les dessins que les clients nous demandent. Donc des chaises, beaucoup de portails, pareil sur mesure, des portes, des protections de fenêtres baroudées qui permettent d'avoir une maison ouverte et sécurisée, de portails un peu original, type patchwork avec des couleurs différentes, des formes arrondies. Ce qui est bien en ferronnerie, c'est que tout est possible à partir d'un dessin. Après, on réalise ce qu'on veut. Après, selon la demande qu'il y a, on fabrique donc des outils sur mesure, comme des gabarits, qui permettent de faire des cintrages à chaud avec la forge, pour donner des formes, des volutes, des arabesques, des formes harmonieuses. Et à partir de là, dès que la pièce est bien faite, comme une table ou une chaise, tout est bien assemblé, après on soude définitivement et on consolide tout ça au final. Le matériel que j'utilise, c'est l'acier carbone, hein. C'est un acier résistant. Et en outillage, j'ai l'enclume, la forge, les marteaux, les outils de base du forgeron, donc assez facile à se procurer. C'est une table à manger que vous voulez faire, hein, une table pour plusieurs personnes? Un petit salon, ok. Bah écoutez, à partir de là, oui, il faudrait qu'on voit ensemble les formes que vous voulez pour cette table. Si vous voulez une forme donc dès qu'on a défini un dessin avec le client et la personne qui désire une œuvre, on choisit donc les différents diamètres et des profilés, donc que ce soit du carré, du rond, du plat. À partir de là, on fait de la découpe sur mesure, ça s'appelle ça du débit. On le forme. Jusqu'à avoir quasiment le modèle fini, et après tout est soudé, meulé. Donc là il me reste encore une petite section à couper pour mettre là, et on va faire des petits chanfreins de chaque côté, ce qui va permettre à la soudure de bien pénétrer dans le métal
pour avoir une bonne résistance à long terme. Le fait de travailler à chaud, on ne force pas plus de temps que ça. Voilà, c'est juste la matière qui est un peu lourde, le fer c'est vrai que c'est lourd, mais après le travail en lui-même, ça va, c'est pas si physique que ça. Voilà, donc très beau reportage, et puis on resterait des heures, hein, n'est-ce pas Marie-Hélène, à le regarder, à le voir travailler. Mais Marie-Hélène, j'ai une question, on parle depuis tout à l'heure de ferronnier, hein, et l'artisan que l'on vient de voir parle de forgeron. Donc est-ce qu'il s'agit du même métier ? Oui, Élise, hein, t'inquiète pas, effectivement, voilà, les deux termes en fait s'utilisent pour désigner cette profession, ferronnier ou forgeron, c'est la même chose. Alors tu as vu aussi, Élise, qu'il faut être en bonne condition physique parce que bon, ben voilà, le ferronnier, il est tout le temps debout en fait. Hein, ça me fait penser un petit peu au travail du maréchal ferrant, tu sais, qui est tout le temps courbé justement sur ben voilà, le sabot du cheval pour pouvoir le ferrer, quoi. Donc il faut être en forme. Hein. C'est clair que c'est un métier aussi pour lequel il faut être très précis. Hein. On l'avait dit un tout petit peu tout à l'heure. Hein. Exactement. Il faut être bien évidemment habile de ses 10 doigts, hein, ça c'est certain, ingénieux bien évidemment, très précis au millimètre près, tu as vu, hein, on n'a pas quand même droit à l'erreur. Exactement, il faut être aussi vigilant, hein, puisqu'on travaille avec un outillage quand même qui est potentiellement dangereux, hein, tu as vu, hein, donc il faut être précautionneux, adroit et puis en même temps très patient hein, dans toutes les actions que l'on va réaliser. Et puis comme on l'a dit, comme il peut aussi créer des choses, il faut bien évidemment avoir aussi de l'imagination. Et avoir l'équipement hein, surtout hein, pour ça, c'est sa clair, sécurité. Pour toute la sécurité bien sûr. Alors dans le reportage, hein, Swan parlait justement d'une époque qu'il aimait, le XVIIIe siècle. Hein. Alors il y a donc plusieurs périodes en termes de ferronnerie d'art. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu sais, en faisant mes petites recherches, j'ai donc découvert qu'il y avait un certain style qui est assez connu, l'Art Nouveau, qui fait partie, en tout cas, voilà, des périodes de création donc, dans ce domaine-là, hein, de la ferronnerie. Et si tu veux, je voulais justement te parler plus précisément d'un ouvrage qu'on voit encore aujourd'hui en métropole, hein, lorsqu'on se rend à Paris notamment, hein, au niveau donc, des bouches de métro. Alors, je ne sais pas si tu as déjà pris le métro, Élise. À Paris, non, on circulait en car, en voiture, mais pas. J'ai jamais pris le métro, pardon, à Paris. Alors si toutefois tu y retournes, hein, tu verras qu'effectivement dans certains quartiers, en tout cas de Paris, au niveau des bouches de métro, il y a en fait une arche en fer sur laquelle, tu sais, est inscrit justement le nom de métropolitane pour le métro, quoi. Hein. Et ben figure-toi que cet ouvrage-là, il est réalisé justement dans un style Art Nouveau, parce que c'est un ouvrage qui est complètement en fer, qui est magnifique d'ailleurs et qui est encore présent de nos jours. Alors que ça a été réalisé, tu vois, dans les années 1900, Élise, hein, par quelqu'un, un artisan qui est devenu célèbre, si tu veux, suite à ses ouvrages. Et cet homme-là s'appelle Hector Guimard. Donc il y a eu pas mal d'artistes hein, qui sont devenus célèbres justement après avoir travaillé le fer, Élise. Bon, bah, quand j'irai à Paris, hein, je vais essayer de le remarquer. Alors nous avons également justement des ouvrages conçus, on va dire, en fer au pays. Ben, il y a le pont X du côté de Poney-Riouin. Alors si on veut justement exercer ce métier, quelle orientation choisir? Alors, il n'y a pas de formation en fait en CAP ferronnier au pays. Voilà. Alors, est-ce que l'on peut quand même décrocher un diplôme niveau bac dans ce secteur? Oui, il existe en fait un bac pro, hein, ouvrage du bâtiment, métallerie, Élise. Hein. Donc, cette formation, elle est dispensée en fait du côté de Jules Garnier, hein, dans la section d'enseignement professionnel. Ensuite, on peut également voilà, postuler pour cette formation initiale donc au lycée hein, professionnel, donc Marcelin Champagnat à Païta. Donc, il y a quand même des possibilités. Ensuite, il y a également un autre bac pro, Élise, dont je voulais te parler. Il s'agit du bac pro technicien en chaudronnerie industrielle qui lui ouvre également la voie vers le métier de ferronnier d'art. Hein. Cette formation est dispensée aussi du côté de Jules Garnier, toujours pareil, dans la section d'enseignement professionnel. Ensuite, il y a d'autres formations qui existent pour décrocher un niveau bac. Malheureusement, elles ne sont pas dispensées sur le territoire, il faut donc partir en métropole. Je vais quand même les citer, ça peut intéresser nos chers téléspectateurs. Hein. Il s'agit donc du brevet de maîtrise ferronnier et puis également du brevet professionnel, Élise, de serrurerie
sucrerie, métallerie. Parce que figure-toi que dans ce secteur-là, il y a également des compétences qui sont un petit peu similaires avec celles voilà, pour devenir ferronnier. D'accord. Là, y a-t-il des possibilités de poursuivre justement après le bac pro? Alors, il y a effectivement un niveau bac plus... Un niveau bac, n'importe quoi. Un niveau 2, en fait. Hein, un niveau bac plus 2, pardon, je vais y arriver. L'équivalent d'un BTS, donc. Hein. Il s'agit donc d'un diplôme des métiers d'art, hein, qu'on désigne sous le sigle de DMA, décor architectural, option métal. Donc, cette formation est aussi dispensée en métropole, hein, Élise. Et donc, figure-toi, pour pouvoir accéder, en fait, à cette formation, il faut au préalable, en fait, avoir passé un bac spécifique. Et ce bac, en fait, s'appelle le bac technologique STD2A. Désolé pour les sigles, chers téléspectateurs, mais je vais vous le détailler. Il s'agit de sciences et technologies du design et des arts appliqués, Élise. Puis enfin, j'ai envie de te dire, hein, dans ce métier-là, hein, quoi faire de plus que l'expérience, Élise? Oui, c'est parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, donc c'est sur cette citation que se finit cette chronique. Merci Marie-Hélène. Et puis on espère qu'on a suscité justement la vocation chez certains jeunes, certains Calédoniens. Voilà, merci Marie-Hélène. À bientôt Élise, au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Fin Bon. Alors Anna, tu reviens pour nous parler d'un plat dans notre rubrique Fin Bon. Alors qu'est-ce que tu nous réserves pour aujourd'hui? Alors moi je te propose de nous intéresser à l'orange. L'orange qui, comme le citron, la bergamote ou même le pamplemousse, eh bien, elle appartient à la famille des agrumes. Et il existe plusieurs variétés d'oranges. Je vais t'en citer quelques-unes. On peut avoir la bigarade, la sanguine, la navelle ou encore l'orange du Portugal. Voilà, pour ne citer qu'elle. Voilà, ce sont quelques variétés d'oranges. Alors, c'est l'un des fruits les plus consommés au monde, hein. On sait l'orange. Alors, est-ce que l'on sait dans quel pays on produit le plus d'oranges? Eh bien, c'est le Brésil hein, qui est le plus grand producteur d'oranges. Et ça, c'est depuis des années. Hein. Et puis, je peux te dire que la production d'oranges brésilienne pourrait couvrir plus de 70% de la consommation mondiale. Non, mais c'est pas rien, hein, quand même. Hein. Comme tu dis, c'est pas rien. Et puis, moi, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que l'orange, tu sais, hein, on l'utilise beaucoup hein, en cuisine. Oui, notamment dans le fameux canard à l'orange, donc le poulet. On aime aussi utiliser ses feuilles, justement, pour faire de la tisane. Oui, on peut l'utiliser en tisane, comme tu viens de le dire, mais on l'utilise aussi en confiture, une très bonne confiture d'orange. On peut parfumer aussi nos pâtisseries avec les zestes. Hein, et puis même pour la décoration aussi. Là aussi, on peut utiliser ou du jus, simplement. Voilà, ou tout simplement jus d'orange. Voilà. Mais nous, on a plutôt... nous sommes focalisés sur une recette. Hein, c'est l'île flottante à l'orange. Et c'est la caméra de Mara Lourde qui a suivi la préparation pour nous. Je te propose de regarder. Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette à ma façon d'île flottante. Pour cela, il vous faudra des ingrédients comme le lait, la crème, le sucre, des jaunes d'œufs, une gousse de vanille et une orange. Ceci, c'est pour réaliser la crème anglaise. Ensuite, nous allons faire la meringue à base de blanc d'œuf, de sucre semoule et des zestes de kombawa. Donc nous allons commencer par la crème anglaise car il faut un temps de refroidissement. Nous allons verser la crème dans la casserole. Hop, le lait ensuite. Le sucre. Et nous allons porter tout ça à ébullition. Ensuite, nous allons gratter la gousse de vanille pour la mettre dans le lait et la crème, pour qu'elle infuse comme il faut. Grattez bien toutes les graines de vanille. Et mettez la gousse en même temps dedans. Une fois que la préparation bout, versez sur les jaunes d'œufs, versez tout en fouettant.
afin que la chaleur cuise les jaunes d'œufs. Une fois cela, zester l'orange, pardon, pour faire une crème anglaise à l'orange. Ensuite, nous allons mettre ceci en cellule afin de le refroidir le plus vite possible pour éviter toute prolifération des bactéries. Cellule, moins 26 degrés. Pendant ce temps-là, nous allons faire les blancs en neige, donc à partir de blanc d'œuf, sucre, et ensuite il y aura des zestes de kumbawa. Donc nous utilisons un batteur électrique, sinon vous pouvez les monter à la main, ce qui sera juste un peu plus long. Mettez les blancs d'œuf, le sucre semoule en même temps, et faites tourner à grande vitesse. Donc pendant que mes blancs d'œufs montent en neige, je réalise un caramel facultatif, juste pour la décoration, qui compose d'eau et de sucre, que je vais cuire jusqu'à 155-160 degrés grand maximum, pour obtenir un caramel clair, caramel blond. Donc nous mélangeons bien le sucre et l'eau, faire une cuisson uniforme. Et nous laissons cuire tranquillement. C'est bon. Voilà, nos blancs d'œufs sont montés. Hop. Nous allons les pocher dans ce qu'on appelle un flexipan que vous trouvez en supermarché. Hop. Là, nous remplissons la poche à douille qui nous consiste à remplir le flexipan pour plus de facilité qu'à la cuillère ou à la spatule. Ensuite, vous remplissez jusqu'à ras-bord. Et vous lissez ensuite avec une spatule pour enlever l'excédent. Nous allons cuire les blancs en neige 20 secondes au micro-ondes. Les blancs en neige ont monté, hop, donc sont cuits, ne collent plus. Retirez-les délicatement pour ne pas abîmer la forme et posez-les dans une assiette. Ensuite, posez un blanc d'œuf sur l'autre blanc d'œuf afin de former une sphère. Nous allons ensuite zester le kumbawa dessus, les blancs en neige. Nous allons regarder maintenant notre crème anglaise qui a dû refroidir. Nous allons procéder au montage de l'huile flottante. Munissez-vous d'une louche. Si vous avez un bol ou une assiette creuse de préférence chez vous, déposez une louche et demie par rapport à la taille de votre assiette. Nous allons ensuite mettre 4 blancs en neige au centre de la crème anglaise. Voilà, nos huiles flottantes sont prêtes à être dégustées. Mais aujourd'hui, nous allons réaliser une petite cage en caramel qui est facultative. Nous allons effectuer donc la cage en caramel après 10 minutes de cuisson. Nous avons une bonne couleur, caramel clair. Pour cela, il vous faut une bombe à graisse, une louche, bien graisser la louche pour pas que le caramel ne colle. Ensuite, vous prenez une cuillère et vous faites tomber de longs fils dessus tout en croisant pour faire un quadrillage. Laissez ensuite refroidir complètement. Voilà, notre cage caramel est refroidie. Nous allons pouvoir la mettre sur les blancs en neige, tout délicatement.
Nous pouvons décorer avec une petite feuille de menthe, porter une petite touche de fraîcheur. Voici donc notre île flottante revisitée à ma façon. Voilà donc une idée de dessert hein, pour ce midi. Donc avis à nos mamans à la maison, nos tantines, nos grands-mères. Et puis tu sais Anna, ça me donne une idée hein, pour ne pas gaspiller justement le blanc d'œuf. Parce que parfois pour des recettes, on n'utilise que les jaunes d'œuf. C'est vrai que bon, bien souvent, ça nous arrive, on ne sait pas trop quoi en faire de ces blancs d'œufs. Oui. Donc petite idée, hein, on peut les utiliser dans l'île flottante par exemple. Ou alors pour en faire des meringues. Ou alors les réutiliser dans la tarte au citron meringuée, ou même dans les soufflets, ou même dans les mousses aussi, on peut les utiliser, les blancs d'œufs. Mais bon, moi, je vais revenir à l'île flottante et puis peut-être refaire la petite histoire, parce que, tu sais, avant, eh bien, l'île flottante, elle ne ressemblait pas du tout à ce que l'on vient de voir. Ah oui, donc rien à voir avec ce que l'on a vu dans le reportage. Non, avant... le dessert, eh bien, il était composé en fait de tranches de biscuits de Savoie ou alors de brioche rassis qui étaient imbibés de liqueur, et le tout était séparé par de la marmelade d'abricot additionnée d'amandes hachées et de raisins secs. Et on la servait froide avec de la crème anglaise ou alors avec une purée de fruits rouges. D'accord, donc c'était parti d'un malentendu, on va dire, hein, mais le résultat est pas mal. Alors dernière question, Anna, est-ce que l'on peut conserver ce dessert longtemps après l'avoir fait ? Eh bien, en fait, hein, il est conseillé de le consommer assez rapidement, de ne pas le garder trop longtemps dans le frigo, puisque après, ça a tendance à prendre un peu tous les goûts et les odeurs de ce qu'il y a en fait, dans le frigidaire. Okay. Donc, l'astuce, eh bien, c'est de faire la quantité, on va dire, on va essayer de calculer à peu près, pour juste, quoi, de ne pas faire en trop grande quantité pour éviter justement de gaspiller premièrement et puis de le garder un peu plus longtemps. Quoi. Voilà, ou sinon de manger directement après, voilà. Ça... Ou alors de nous inviter pour vous aider à manger. Merci Anna, et puis on te retrouve, tu restes avec nous pour la rubrique On s'occupe de vous. Alors Anna, dans ta rubrique On s'occupe de vous, on parlait donc mardi hein, de la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, on revient au pays, on va parler d'un arbre bien connu pour ses vertus médicinales, le niaouli. Donc ce nom niaouli, tout le monde l'utilise, mais c'est en quelle langue en fait? Alors Élie, je vais te renseigner tout de suite. Hein. Le niaouli, eh bien, il dérive du mot yaouli et c'est dans la langue de l'archipel Belep, hein, donc la région Haute-Mawap. Voilà un peu pour l'origine du nom. Et puis, il faut savoir aussi qu'on l'appelle l'arbre à peau, tout simplement, eh bien, en raison de son écorce qui est bien particulière. D'accord. Alors, un arbre aux 1000 vertus qu'on connaît tous, hein, ici, l'essence de niaouli, mais il y a aussi d'autres façons de l'utiliser. Oui, en plus hein, de l'utilisation de l'essence, on peut aussi utiliser les feuilles, hein, notamment que ce soit pour se baigner, donc en bain, et puis il y a aussi en inhalation ou même en tisane. Mais je voulais juste revenir un peu sur le goménol. Le goménol, c'est le nom qui a été donné à l'essence de niaouli, et c'est même une marque qui a été déposée depuis 1893. Donc ce goménol, eh bien, il a beaucoup de qualités, beaucoup de propriétés. Je vais en citer quelques-unes. Elles sont antibactériennes, antivirales, antifongiques, et puis il a aussi des propriétés antispasmodiques, anti-inflammatoires, des propriétés décongestionnantes veineuses, stimulantes, enfin voilà, tout que du bénéfice quoi, dans ce goménol. D'accord. Et nous avons justement beaucoup d'autres plantes hein, aux vertus médicinales, le corosol par exemple, ou encore l'aloe vera. Qu'on utilise beaucoup ici. Oui, on utilise beaucoup l'aloe vera aussi, mais il faut savoir que la flore calédonienne, eh bien, elle compte près de 3926 espèces qui sont décrites, dont 75% sont endémiques. Il faut aussi noter que ces plantes, eh bien, elles font l'objet de recherches scientifiques
pour être utilisés après à des fins médicales par les grands laboratoires français qui s'intéressent donc à ces plantes et notamment pour les utiliser contre les maladies, des maladies qui sont très redoutées. Voilà, donc nous avons une richesse incroyable en Nouvelle-Calédonie. Alors Anna, les hommes ont-ils toujours utilisé les plantes pour se soigner? Je pourrais juste te dire que c'est une vieille histoire puisqu'on a trouvé des traces de l'utilisation des plantes 5000 ans avant Jésus-Christ en Chine. Effectivement, c'est une vieille histoire. Et dans la plupart justement des pays tropicaux, 60 à 80% de la population ont recours à des plantes médicinales pour justement se soigner. Premièrement parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments plutôt prescrits par la médecine moderne, donc je vais y arriver. Et d'autre part parce que ces plantes ont souvent une efficacité. Ça, c'est sûr, pour guérir. Je peux te confirmer que les plantes, c'est efficace. On parle du corosol. Donc là, on l'utilise surtout contre la varicelle. Oui. Quand les enfants ont la varicelle, on cueille les feuilles, on les fait bouillir. Ensuite, on baigne l'enfant dans la préparation. Et puis après, on s'aperçoit que les pustules, elles peuvent guérir sans laisser ça sèche. Ça ne laisse pas de traces, ça ne laisse pas de cicatrices. Donc voilà, c'est efficace contre la varicelle. Et puis, c'est aussi un bon remède pour détendre les bébés qui sont nerveux. Donc, avis aux mamans qui ont des enfants assez agités, utilisez le corosol. Et donc aujourd'hui, tu nous proposes justement un reportage sur le niaouli. Oui, là on parlait un peu des bénéfices des autres plantes, mais nous c'est le niaouli qui nous intéresse. Moi je suis montée du côté de Tours, j'ai pu assister à une cueillette de feuilles de niaouli et ensuite ils ont préparé ces feuilles pour qu'on voit comment on se prépare un bain, une inhalation, et j'ai même pu goûter une tisane. Alors si tu veux, on regarde ce reportage. Allez. Ici, on est à la tribu de Vieux-Touveau. J'ai 6 enfants et depuis que c'était tout petit, parce que maintenant ils sont grands, ils ont toujours grandi avec le niaouli. Comme ils étaient souvent malades en ayant toujours de l'asthme, tous les 6, parce que j'en ai 6, ma belle-mère et moi, on allait chercher des feuilles de niaouli pour les faire baigner, les faire inhaler et après les faire boire. Et c'est parce que ça les soulageait bien. Maintenant, c'est plus comme avant. Avant, tu pouvais aller tout près. Mais maintenant, on est obligé de faire 15 minutes de marche dans la brousse pour aller trouver des pieds de niaouli parce que la plupart des montagnes ici à la tribu, c'est le feu qui a détruit les niaoulis. C'est pour ça qu'on est obligé de monter dans les montagnes, marcher dans la brousse. C'est assez loin, 15 minutes quand même de marche pour pouvoir trouver des pieds de niaouli parce que j'en ai pas tout près chez moi. On trouve aussi l'essence de niaouli dans les magasins, mais il faut payer. Par contre, quand on va fouiller en montagne, là, dans la brousse, peut-être qu'on va marcher dans la brousse, on va se blesser et tout, mais au moins on n'a rien à payer. C'est gratuit et c'est naturel. 100% bio. Bon, ici, on est arrivé à un endroit où il y a des niaoulis. C'est quand même un peu éloigné de là où on est parti, de la maison. Mais on a la chance quand même d'ici d'avoir plusieurs clairières comme ça où on a des niaoulis qui ont été préservés. Ah là, comme c'est à portée de main. On va remettre les graines. Oui. Comme les yeux, on fait comme ça pour éviter de... Comme c'est petit là, le pied. Ça sent fort. Après, je vais faire une petite tisane avec les restes de feuilles que je vais garder. Faire bouillir dans une casserole pour boire. Mais c'est surtout pour inhaler. Mettre en dessous
une couverture à drap et puis respirer la vapeur du niaouli chaud. Ça sent fort. C'est surtout les jeunes comme ça. Là. Les jeunes, voilà. Ça. Il y en a qui font des médicaments avec ça. Mais je pense que c'est bon là. Il y a assez. Là, ça y est, on a allumé le feu, là. On a préparé la marmite. Là, on va juste récupérer les jeunes feuilles. Les feuilles un peu propres aussi, là. On va sélectionner un peu les feuilles. On va tirer les grosses branches qui traînent. Et on va mettre dans la marmite. Là, il faut juste attendre que... On va juste laisser bouillir pour que ce soit bien efficace. Encore un peu, qu'il soit un peu plus mat. Après, on va inhaler ça. C'est pas assez fort. Oui. Oui. La couleur, elle a noirci depuis par rapport à tout à l'heure. Là, c'est bon. On peut se baigner, inhaler. Voilà, il y a assez. Allez, bien en dessous de ta figure. Voilà, j'ai mis des jeunes feuilles de cœur pour pouvoir faire une tisane. Je vais mettre sur le feu. Avec le niaouli, on fait beaucoup de choses. Là, comme vous avez pu voir, on a été chercher les feuilles pour se soigner. On prend aussi l'écorce pour faire nos cases, couvrir nos cases. Et on prend aussi l'écorce quand on fait des fours kanak pour faire nos bougnats, on les couvre avec. Et les troncs servent aussi à faire nos poteaux de cases. Donc c'est un arbre qu'il faut protéger pour nous. C'est vital. Et je vais les mettre dans des tasses. Voilà. On peut sucrer aussi parce que c'est amer, tout le monde n'aime pas boire quand c'est amer. Sucré, 2 cuillères. On peut mettre aussi un peu d'eau si c'est trop chaud, juste quelques gouttes. Ah, il est bien. Il est bon. C'est juste, pas trop sucré. On sent pas le goût amer. On sent le niaouli. Et c'est très bon. Tiens, mais je vois que tu as emmené des feuilles donc de niaouli, Anna. Oui, j'ai ramené cette petite branche de mon petit périple à Touo. Je vais me faire une petite tisane après, quand je vais rentrer à la maison. Bon, j'ai vu dans le reportage que tu avais fait un sacré parcours pour récolter justement les feuilles. Hein. Bien, tu sais, Élise, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des pieds de niaouli juste. Ouais. On n'a pas tous des pieds de niaouli juste à côté de la maison. Donc, eh bien, quand ce n'est pas le cas, eh bien, il faut faire un petit effort. Il faut crapahuter, même pour avoir quelques feuilles pour faire sa petite préparation. Et puis après un bon bain niaouli, là, on se sent bien, n'est-ce pas, Anna? Après l'effort, le réconfort. En plus, c'est naturel. Et c'est gratuit, alors pourquoi se priver? Il faut tester. Et puis voilà, pour le niaouli, mais il y a aussi d'autres plantes d'ici qui soignent. Je vais en citer 2, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais en cibler 2. Je vais parler du pommier kanak. Le pommier kanak, c'est un arbre qui a des feuilles luisantes, pointues et très serrées. Et à partir de son écorce, eh bien, on peut faire une décoction. Et pourquoi la décoction? Eh bien, pour soigner les intoxications alimentaires. Et avec les feuilles, eh bien, on peut faire un bouillon. Et là, c'est pour calmer, par contre, les diarrhées. Et puis, on peut utiliser les feuilles toutes seules. Donc, il suffit de chauffer la feuille et la poser, la feuille, sur les furoncles. Et voilà, et ça guérit les furoncles.
Et puis il y a aussi, Élise, il y a aussi le faux tabac qui est bien connu ici. Alors on utilise le faux tabac, c'est un remède en fait traditionnel contre la gratte, qu'on rappelle. C'est vrai que ça attrape quand on mange certains poissons du lagon. Donc avec le traitement par le faux tabac, eh bien là, ça élimine pas les toxines, mais ça soulage et ça permet de mieux supporter la crise. Voilà, donc il faut noter également que certains usages de la médecine traditionnelle peuvent se révéler nocifs. Donc il convient donc d'être prudent dans l'utilisation et la préparation de ces recettes à base de plantes. Mais bon, on connaît comment nos mamans et nos grands-mères préparent tout ça ici. Donc c'est un vrai, on va dire que c'est un vrai médicament pour nous. Hein. Quant à moi, je récupère les feuilles là. Je te les passe. Merci, je vais arriver à la maison et puis je vais me faire ma petite tisane. Merci Anna. Et puis on te retrouve demain pour l'agenda du pays. À demain. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, dernier jour de la semaine.